Salut à tous et bon retour dans notre cours de fondation, ingénierie de fondation. Donc, juste pour rappel, voici tous les contacts où vous pouvez passer pour me joindre. Ça, c'est mon adresse email et la chaîne YouTube en anglais. Vous pouvez chercher ça. Et la chaîne YouTube en français. Et là, c'est mon WhatsApp. Donc, vous pouvez avoir pour chaque vidéo une version en français et une version en anglais. Si vous êtes un apprenant, vous voulez apprendre l'anglais, vous pouvez suivre la vidéo en français et aller suivre en anglais pour voir quels sont les termes, comment on appelle certains termes techniques en anglais. OK? OK. So, on continue toujours avec le chapitre numéro 1. Ici. Et le chapitre numéro 1 qui parle de l'utilisation de la mécanique du sol dans la conception des fondations. Et nous sommes toujours sur, je pense que nous sommes sur le 5e point maintenant. Compressibilité. OK? Compressibilité et tassement des sols. Compressibilité et tassement des sols. C'est le 5e point. OK? Ce n'est pas le 4e point. Résistance des sols, là, je pense qu'on a dépassé. Donc, compressibilité et tassement des sols, c'est une partie aussi vraiment très, très importante si vous faites des fondations, si vous négligez. Parce que si les sols tassent, vos fondations vont s'écrouler, tout simplement. Donc, nous savons que lorsque nous appliquons une charge sur un sol, le sol là va se déformer. Et cette déformation du sol va provoquer un tassement. Donc, enfoncement, si vous voulez, tassement, enfoncement. Voilà. Donc, même si les, les exigences structurelles de la fondation sont respectées, voilà, ça ne peut pas empêcher le tassement. Donc, vous devez prendre soin de faire bien les calculs pour que le sol ne tasse pas, pour savoir au moins si le tassement ne sera pas excessif. Donc, si vous avez affaire à un sol sec, le tassement, c'est pas dépose, hein, tasse. Ici, là, la traduction n'est pas bonne. Donc, le tassement va se faire très rapidement, OK, après un changement. Donc, on considère que ce tassement-là suit une théorie, la théorie d'élasticité, même si le comportement du sol n'est pas en réalité élastique. OK? Par contre, si vous avez un sol humide, grain fin, les grains fins là, c'est les sols fins, c'est-à-dire l'argile par exemple. En ce moment, le tassement est vraiment prolongé. Ça prend du temps. Et cela dit au lent drainage de l'eau. L'eau qui est continue, puisqu'on a dit sol à grain fin. Donc, le drainage de l'eau est vraiment très lent. Donc, ce qui fait que le tassement aussi sera long. Parce que quand l'eau va se drainer, les charges seront récupérées par les squelettes du sol. Donc, dans l'immédiat, c'est l'eau qui récupère une partie des charges, une bonne partie des charges. OK? Donc, ce qui fait que le sol ne va rien sentir, ou en tout cas, ça va sentir à moitié une partie des contraintes de chargement. OK? Donc, au fur et à mesure que l'eau s'échappe, l'eau est drainée, le sol récupère les charges que l'eau portait là, et les tassements, donc, se produisent. Voici comment ça se passe. Donc, ça, on va appeler ça ici, ce phénomène-là est connu sous consolidation, sous le nom de consolidation primaire. OK? Consolidation primaire. Donc, aussi analysée par la théorie de Terzaghi. Donc, certains sols, pour certains sols, le tassement va se poursuivre, même après qu'il y a l'équilibre des pressions interstitielles.
Après, ça dit, après le drainage de l'eau, tout ça, le tassement va se poursuivre et avec les alentours, les sols environnants. Donc, ce tassement-là, on va l'appeler la compression secondaire. Tassement secondaire. Donc, il y a tassement primaire ou consolidation primaire. Donc, consolidation, c'est ce qui se passe en première position. Donc, on va appeler ça tassement de consolidation. C'est lié au drainage de l'eau. Okay? Ça, c'est dans l'immédiat. Ça commence, c'est ça qui vient en première position. Mais après que toute l'eau est partie, il y a d'autres sols qui vont continuer toujours à tasser. OK? Donc, ce tassement-là, c'est ce qu'on va appeler compression secondaire ou tassement secondaire. Donc, les deux tassements-là, les deux tassements, consolidation et compression secondaire, là, souvent, se chevauchent. Et souvent, il est difficile de les séparer. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler surtout de la première partie, du premier type de tassement, c'est-à-dire tassement de consolidation. OK? Consolidation, là, c'est surtout dans les sols fins, hein, on parle de consolidation. Donc, on va tout parler du tassement primaire, là, et le tassement secondaire. On va discuter ça après. On va discuter ces tassements secondaires-là prochainement. Donc, on va attaquer tassement, estimation de tassement immédiat dans le sol. Cette partie, vous voyez 5.1, cette partie va concerner les sols comme les sables, les graviers ou les argiles non saturées. OK? Voilà. Donc, le tassement immédiat là, dans les sols, est généralement évalué à l'aide de la théorie élastique. Donc, c'est ce qu'il disait, même si le comportement n'est pas vraiment élastique. Donc, le seul problème est qu'il y a certaines valeurs là, des paramètres pour avoir les valeurs vraiment précises, c'est compliqué. Par exemple, le module d'élasticité, module de Young, et le coefficient des Poisson. Ces deux paramètres sont souvent très difficiles à obtenir. C'est lié aux difficultés que l'on rencontre pendant l'échantillonnage et toutes les contraintes qui sont autour. Donc, il y a d'autres qui utilisent des chargements sur le terrain. Encore une fois, ça c'est pour les sols granulaires et des argiles non saturés. OK? Donc, les essais de chargement sur plaque. Donc, soit vous utilisez la théorie d'élasticité, là, ce sont des formules, soit vous utilisez les essais sur le terrain en utilisant les essais de chargement sur plaque. OK? Donc, ces essais de chargement sur plaque-là, de quoi s'agit-il? Voici un peu l'appareil. Il y a plusieurs types d'appareils. Hein. Voici un exemple ici. Donc, il y a d'autres qui l'utilisent juste comme ça, directement en utilisant la machine. D'accord? Et ça va enregistrer tout. L'enfoncement de la plaque et les charges qui sont appliquées. OK? Après, vous pouvez faire une courbe et puis le temps aussi. D'accord? Et souvent, il y a d'autres qui font, sur les terrains, ils font comme ça, ces genres de chargements, en utilisant des sacs de sable pour charger. Donc, voici les principes expliqués ici en schéma. Donc, vous voyez dans la force, peut-être on crée jusqu'à un niveau, peut-être c'est à ce niveau-là que votre fondation sera placée, au même niveau, par exemple. Donc, la plaque est dedans et on utilise ces charges-là, c'est ça, les sacs de sable. Là. OK? Voilà. Donc, souvent, on utilise ça directement sur le terrain, ça donne
précisément sur ce sol-là, quels seront les tassements avec la plaque, avec l'essai à la plaque. D'accord? Donc, pour les sols granulaires, et granulaires, ça veut dire les sables et puis les graviers, par exemple. Donc, si vous avez affaire à l'argile saturée, donc là, c'est pas les bons tests qu'il faut faire. Argile saturée. Mais argile non saturée, ça va encore. OK? Donc, voici l'équation. Donc, cette équation-là est liée. Parce qu'on a dit qu'il y a deux méthodes. Les tests chargement à la plaque, là, sur le terrain, ou théorie de l'élasticité. Donc, c'est cette théorie-là. Voici une première formule pour appliquer. Trouver les tassements du sol. OK? Donc, dans cette formule, vous avez alpha ici, c'est alpha là. Vous pouvez l'obtenir avec cette figure. Donc, L, le ratio L divisé par B. L, c'est la longueur de votre fondation, longueur de votre semelle. Et B, c'est la largeur. OK? Et vous avez le facteur ici, alpha. Donc, B, largeur de la fondation. L, c'est la longueur. Donc, Q0, c'est la pression initiale qui est obtenue par la charge que vous allez apporter divisée par la surface de votre fondation, c'est-à-dire longueur par largeur de la fondation. D'accord? Ça, c'est très simple. Et ça, c'est le tassement, bien sûr. SE, tassement. Et module d'élasticité du sol, ES. Et le coefficient des poissons du sol. Et F, là, celui-là, ça va dépendre de l'endroit où on évalue les tassements. Si c'est au coin de la fondation ou c'est au centre. Donc, si c'est au coin, c'est 0,5. Si c'est au centre, c'est 1. Parce qu'on suppose que les fondations sont centrées. Bien sûr, il y a des cas où la fondation est excentrée. Okay? Si la charge est centrée, donc c'est au centre qu'il y a plus d'efforts. Voici pourquoi. Peut-être c'est au centre qu'il y aura plus d'enfoncement. OK? Donc, juste cette formule-là, on a fini avec. Donc, je vais juste la placer ici, comme vous le savez. Si vous avez suivi mes vidéos, quand on finit avec une formule, on place ça ici. Donc, il y a une autre méthode qu'on utilise, toujours qui va suivre la théorie d'élasticité élastique. C'est cette formule-là. D'accord? Et c'est cette formule-là. Donc, pour avoir les IZ là, IZ est donné, cette figure va nous donner les IZ en fonction donc de la largeur de votre fondation. OK? Les IZ en fonction de la profondeur où vous êtes, ça va vous donner, voilà, les IZ. J'espère que vous pouvez lire ça. Donc, si vous êtes à une profondeur de, ça c'est 0,5 B, la moitié de la largeur de la fondation. Ça c'est B qui est ici. Ça c'est 2 fois B. Donc, si vous êtes par exemple à une profondeur égale à la largeur de la fondation égale à B, donc vous projetez sur cette courbe et vous repartez ici pour lire la valeur correspondante. Donc, vous allez avoir ce qui veut dire que le maximum va se trouver à une profondeur égale à la moitié de la largeur de la fondation qui est ici, 0,6. Voilà. Donc, pour chaque profondeur, si je suis ici à cette profondeur, je projette sur cette ligne et je passe l'axe des abscisses, ça va me donner la valeur de IZ. OK? IZ, c'est ici.
Donc, C1, celui-là, obtenu par ça, 1 moins 0,5 Q delta sigma et Q, qui donc c'est la charge qu'on va apporter et qui sera tout simplement en fonction de la profondeur. Ça, c'est juste ce Q-là, c'est juste Z multiplié par gamma. Gamma Z, quoi. Quand vous avez fait les contraintes dans le sol, en mécanique du sol, gamma multiplié par la profondeur, vous obtenez le Q. OK? Voilà. Donc, si vous voulez tassement à une profondeur donnée, cette profondeur, donc vous faites le gamma du sol multiplié par cette profondeur qui est B, par exemple, c'est-à-dire la largeur de la fondation, et vous obtenez le Q. Maintenant, delta sigma, là, c'est la charge que vous allez apporter. C'est la charge supportée par la fondation, divisée, charge en termes de, comment on appelle, en termes de force. C'est la force qui sera appliquée sur la fondation, divisée par la surface de la fondation. Donc, P, c'est ça la charge. La surface de la fondation, c'est L fois B. Voilà, B étant la largeur, L étant la longueur de la fondation. Donc, c'est ce que je disais ici. Voilà, P c'est la charge que vous allez apporter. C'est la charge qui sera appliquée sur votre fondation. Ici, ça, c'est représentant la fondation. B fois L, c'est la surface de la fondation. Donc, Q, donc je disais que c'est gamma Z seulement. Q là. Comme les contraintes dans les sols, mécanique des sols. Module d'élasticité et coefficient des poissons, et puis F, même chose, pareil que la formule précédente. Donc, si c'est au bord, au coin, par exemple, si vous avez votre fondation comme ça, au coin ici, là, ça sera 0,5. Et au centre, ça va être 1. Donc, si vous êtes au milieu entre les coins et puis le centre, ça sera aussi, la valeur sera aussi entre les deux. OK? Voilà, c'est simple. OK, maintenant, le problème de ces deux formules-là, je remets l'autre formule là ici aussi. On a les deux formules basées sur la théorie de l'élasticité. Donc, ces deux formules-là, le seul problème avec ces formules, c'est que souvent c'est difficile d'avoir les valeurs exactes des coefficients des poissons là. Et puis le module d'élasticité. C'est ça le problème souvent. Donc, il y a des gens qui ont fait des études et qui ont donné des valeurs, des intervalles pour ces valeurs-là en fonction du type de sol. OK? Donc, vous voyez ici, pour le cas des coefficients de poissons là, vous avez ici clé. Bon, c'est en anglais, je vais essayer de traduire pour tout le monde. Et de l'argile saturée, ça c'est le premier, ça donne ça. Voici l'intervalle. De l'argile non saturée, voici ça. Et sable argilé, ok, voici l'intervalle. Limon, voici l'intervalle. Sable, des sables gravuleux, des sables avec des gravions. Ça, c'est ce qui est là. Maintenant, ça, c'est ce qui est utilisé habituellement, c'est ce que les gens utilisent. C'est-à-dire 0,3 à 0,4. Ça, ce sont des valeurs que les gens utilisent le plus souvent, sans réfléchir. Voilà. Entre ces deux-là.
Si vous utilisez, le plus souvent, ça passe. Pour des roches, voici. Mais ça dépend souvent. C'est écrit ici que ça dépend du type de roche. OK? Donc, je pense que pour vous, on va se limiter juste là. Ce qui reste là, peut-être, ça ne va pas trop vous concerner. La glace, le béton, l'acier, tout ça là. C'est pas. Et pour ce qui s'agit des modules d'élasticité, voici aussi des intervalles pour chaque type de sol. OK? De l'argile molle en D et 25. En mégapascal, hein? De l'argile moyen, c'est-à-dire, c'est pas une argile molle, c'est pas une argile aussi qui est vraiment dure. Voilà. Si c'est de l'argile maintenant, très dur, voici ce qu'on a. Du sable, vraiment lâche. Sable lâche, voici ce qu'on a. Sable moyennement dense, voici l'intervalle. Et là, c'est du sable dense. Et là, c'est des graviers, mais mélangés avec du sable, quoi. C'est-à-dire du gravier lâche. On peut dire ça comme ça. Et ça, c'est des graviers vraiment denses. Et la densité, là, est énorme, quoi. Et ça, c'est des limons. Voici l'intervalle. OK. Je pense que tout est traduit. Je n'ai pas eu le temps de traduire ce tableau-là. Donc, vous savez maintenant chaque chose, ce que ça signifie. En même temps, vous apprenez l'anglais aussi. OK. Donc, ici, vous vous rappelez de cette figure-là. Souvent, on a besoin de modifier ça. Et au lieu de prendre, de commencer par le point 0,0, on commence par le point 0,01. Et le pic, ça dit le maximum, ici, là. Au lieu de prendre 0,6, on peut prendre souvent 0,5. Souvent, c'est des modifications. Voilà. Souvent, c'est ce que les gens décident d'utiliser pour modifier la chose. Et 0,5 B et 0,5. OK? Maintenant, s'il s'agit d'une semaine filante, OK? S'il s'agit d'une semaine filante, ça veut dire la longueur là, trop longue. Dans ce cas, les coordonnées de ces pics-là et les coordonnées de ce point final-là, souvent, il faut changer. Au lieu que ça part ici 0,5, on vient à 1. C'est-à-dire une profondeur qui est équivalente à la largeur de la fondation de la semelle filante. Donc, c'est-à-dire B ici. J'espère que quand je dis ça, la B, là, les gens comprennent. Si votre fondation a une largeur de 2 mètres et c'est une semelle filante, donc en ce moment, ici, ça va être D. Là, ça va être 0,5 fois D. Parce que B sera égal à D. C'est ce que ça veut dire. Et là, c'est 2 fois D. Okay? Mais là, on vous dit que si c'est une semelle filante, ça ne sera pas 0,5 fois B ici. On ne s'arrête pas ici. Le pic sera à B ici. Okay? Et là, le coordonnées quoi, du pic, c'est B et puis 0,7. C'est-à-dire 0,7 et puis B. Ça sera quelque chose comme ça. OK? Et ça va aller jusqu'à 4 fois B en profondeur. 4 fois B. Donc, c'est-à-dire double de ce qui est là, là. Là, on est à D, non? 2B. 4 fois B, pardon. Donc, au lieu que ça s'arrête, ça va aller en profondeur. 4 fois. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Aussi, parce que comme on vous a dit, le souci avec ces formules, c'est souvent pour avoir... Là, on parle de pratique, hein.
le module d'élasticité là, c'est D là, et le coefficient de poisson du sol. Donc, souvent, on utilise les tests sur le terrain pour avoir ces valeurs-là. Et les tests qu'on utilise, c'est les SPT et les CPT. Je ne sais pas si ça, comment on appelle ça. Les tests de pénétration standard. OK? Et les tests au cône, là, cône penetration test. Donc, ces tests-là, on peut, avec ces tests, on peut avoir les valeurs, au moins les valeurs des trucs élastiques, là, des modules d'élasticité, OK? Pour différents types de sols. Par exemple, ici, ça c'est pour un sable normalement consolidé. Voici, si vous êtes SPT et CPT. OK? Voici les valeurs. Donc, SPT, à partir des tests de pénétration standard là, vous pouvez obtenir les N value en anglais, la valeur de N, et vous multipliez par ça. OK? Si c'est les CPT, pour les cônes là, les QC là, la valeur de QC va vous permettre d'obtenir le module d'élasticité, tout simplement. Et pour différents types de sols, hein, ça c'est du sable normalement consolidé, du sable saturé, du sable, tout type de sable normalement consolidé. Et ça c'est des sables surconsolidés, des graviers sablés, des sables gravulés ou quelque chose comme ça. Et de l'argile, sable argileux, ça c'est sable argileux. Voici les formules. Et de limon ou sable limoneux ou limon argilé, quelque chose comme ça. Voici les formules que vous pouvez utiliser. Voilà. Je pense que celui-là est utilisé au Japon, ici. Donc, souvent aussi, on utilise à partir du nombre de coups du test de pénétration standard là, ou de la résistance du cône pour le test du cône là, vous pouvez aussi utiliser cette formule au cas où c'est N. Ça, c'est ce que les gens utilisent le plus souvent pour aller simplement, quoi, pour tout type de sol, à peu près ça. Et pour le cas des tests de cône là, et des fois des QC. Voilà, après, c'est ce qu'on obtient. Donc, ça, c'est ce qui concerne, je pense, les sols qui ne sont pas fins, c'est-à-dire les sables, les graviers, et aussi les sols fins, mais qui ne sont pas saturés, les argiles non saturées. Maintenant, ça, c'est la première partie, ok, 5E. La deuxième partie de cette vidéo, 5D, là, c'est pour les argiles, c'est pour des argiles saturées. Quand l'argile est saturée, ça vous donne tous les problèmes du monde. Donc, voici un exemple. Comme vous voyez ici, il y a deux couches de sol. Du sable, qui est représenté ici, et on a une couche d'argile en bas. Et là, on a une roche. OK? Donc, quand vous chargez ce type de sol-là, à cause de cette couche d'argile, le drainage de l'eau, parce que vous avez l'eau ici, hein, le niveau de l'eau est là. Le drainage de l'eau va prendre du temps. Donc, l'eau va rester dans le sol là pendant un moment.
Donc, lorsque vous chargez, la charge est immédiatement récupérée, ou une partie de la charge, en tout cas, immédiatement récupérée par l'eau. Okay? Donc, les grains de sol là ne vont pas prendre toute la charge à 100%. La charge sera partagée entre ces grains de sol et l'eau. L'eau va récupérer. Mais le truc est que l'eau sera dissipée petit à petit. Donc, la contrainte totale que vous allez appliquer là sera progressivement transférée. La totalité sera la partie que l'eau avait pris là. Comme l'eau sera dissipée petit à petit, la partie qui a été prise par l'eau sera transférée au sol là, petit à petit. Et vous voyez. Donc, pendant ce transfert-là, il y aura un réarrangement des particules du sol et le sol va tasser. Donc, ce qui est expliqué ici, au début, voici, on a des contraintes effectives. Initialement, voici contraintes effectives. Effectives, là, c'est ce que les grains du sol reçoivent comme partie de charge. OK? Initialement, voici ce que le sol reçoit, les grains du sol reçoivent. En même temps, initialement, voici la totalité de ce que l'eau va recevoir, les contraintes. Donc, maintenant, à la fin, quand il y aura équilibre des pressions interstitielles, ce qui était ici, là, comme total initial des pressions interstitielles, là, il y a une partie de cette pression, la partie assurée, là, à la fin, final, en anglais, vous voyez que c'est cette partie blanche, là, seulement qui reste. C'est ça seulement qui va rester, à l'équilibre des pressions interstitielles. Donc, ce qui veut dire, c'est sigma, c'est delta sigma, là, cette partie-là, va quitter et sera transférée ici, au grain du sol. Donc, il y aura une addition ici pour contrainte effective. Donc, pendant ce transfert, pendant que l'eau se dissipe, ce transfert-là s'effectue. La charge que l'eau avait prise, puisque l'eau est partie. Donc, qui va supporter la charge? C'est le sol qui est là qui va supporter la charge. Ou bien, donc, il fait de ces transferts-là, des charges-là, si le sol, les grains du sol reçoivent progressivement la charge, plus ils reçoivent la charge, plus ça va jouer un peu. Il y aura un réarrangement. Donc, réarrangement des squelettes du sol. Voilà, puisque maintenant, le sol va commencer à sentir la charge, puisque l'eau est partie. OK? On va commencer à sentir la charge. Donc, ces charges-là, ou bien cette charge-là, va causer donc un réarrangement du squelette du sol et c'est des tassements qui vont s'en suivre. Ce réarrangement-là du sol-là va provoquer des tassements. Donc, ça va tasser, puisque l'eau n'est plus là pour aider, pour supporter les charges. Comme vous savez, l'eau est incompressible. Hein? Donc, tant que l'eau est là, amenez tout ce que vous voulez, l'eau va supporter. Maintenant, tant qu'il y a un espace pour partir là, l'eau part, va chercher les moyens les plus faciles pour s'échapper. Donc, si l'eau s'échappe, la charge revient sur le sol. J'ai vraiment expliqué ça longtemps, j'espère que vous avez compris. Donc, ça revient. C'est ce qui se passe dans les argiles. C'est pourquoi l'argile, c'est vraiment dangereux. Il faut que ça soit à long terme. Et si vous vous rappelez, quand on a fait les tests triaxiaux, là,
On a parlé de ça. Voilà. Donc, ici, ces genres de tassement-là, c'est ça qu'on appelle tassement de consolidation. La première partie du tassement. Le second tassement, là, on va parler de ça après. OK? Donc, il y a un moyen au laboratoire pour estimer ce tassement-là, cette consolidation-là. OK? Unidimensionnel. Consolidation unidimensionnelle au laboratoire. Voici l'appareil ou des appareils côte à côte qui permettent de faire ça. Donc, vous allez mettre votre échantillon de sol ici. Okay? Et vous chargez. Voici différentes charges. Vous chargez ça et ça va comprimer petit à petit. Ça comprime le sol, l'échantillon du sol qui est dedans. Mais l'échantillon du sol là a pour dimension 66,5 mm comme diamètre et 25 mm comme hauteur. C'est juste ce récipient que vous voyez ici là. Vous voyez que le diamètre est c'est plus large que la hauteur quand même. Hein. Diamètre là, 6,25 cm si vous voulez. En centimètres, je convertis. Ou 2,5 cm de hauteur. Voilà. Donc, c'est dedans que vous allez mettre, dans ça, de ces petits trucs-là, vous allez mettre votre échantillon d'argile saturée. Voilà. Et vous appliquez les charges ici. Ça va agir sur l'échantillon. Voilà. OK. Donc, la déformation qui va résulter ici, là, c'est ça qu'on va appeler donc tassement primaire ultime. Donc, l'échantillon est testé de cette manière avec une gamme de contraintes. OK? Et cette gamme de contraintes-là, elle n'est pas choisie n'importe comment. OK? Voilà. Donc, cette gamme de contraintes, elles vont être représentatives. Elle va être représentative de ce que votre couche d'argile là va sévir sur le terrain. OK? Donc, si je remonte un peu dans les diapositives précédentes, vous verrez que le schéma ici, la couche d'argile est là. Donc, vous savez, vous connaissez déjà comment faire les contraintes dans les sols, comment faire là. Donc, vous connaissez déjà quelles contraintes cette couche d'argile va recevoir. OK? Gamma phasère. Vous avez vu ça en chose. Mécanique du sol. C'est facile. Plus maintenant, la charge que vous allez apporter supplémentaire. OK? Donc, il faut appliquer une contrainte qui va refléter un peu ce qui va se passer sur le terrain. C'est ce genre de contrainte-là que vous... Contrainte, il ne faut pas demander, hein, c'est force divisée par surface. OK? Donc, la force que vous allez appliquer ici, là, en Newton, là, divisé par la section de votre échantillon. Donc, c'est tout. Hein. Voilà. Donc, ça va vous donner la contrainte équivalente. OK? Donc, ici, nous avons les résultats de ce test. Un exemple de résultat de ces tests. Donc, vous voyez la déformation. Voyez la déformation en millimètres. Comment ça se déforme au fil du temps. Et là, c'est le temps. Hein? Voilà, en fonction du temps. Donc, on peut avoir ici le coefficient de consolidation, CV, qu'on va utiliser dans cette équation. OK? Donc, T, c'est comme qui est un peu lié au temps. Donc, si vous voulez savoir dans combien de temps vous allez avoir telle ou telle consolidation, par exemple. Donc, ce CV-là, c'est juste le coefficient de consolidation. On va dire peut-être degré de consolidation. Donc, H là, c'est le chemin de drainage le plus long dans la couche du sol consolidant. Donc, dans notre test,
il faut vous rappeler les dimensions de votre échantillon de sol là et vous allez pouvoir calculer facilement. La plus grande distance. Mais on va vous donner la valeur de H après. Donc, voici la formule. Donc, T, facteur de temps non dimensionnel hein, correspondant à un temps de T, c'est T qui est là. Une correspondance. Donc, il y a aussi, voici la valeur de H dans cette formule-là. La formule qui est là. OK? H, voici la valeur. Pour l'échantillon, hein, pour le test au labo, voici la formule. Donc, le test là aussi va nous permettre d'avoir. Il y a quelque chose que je n'ai pas expliqué là. Je vais retourner pour vous expliquer ça. Ici, voyez ici, et quand vous appliquez la charge, il y a des déformations un peu linéaires au début. Après, il y aura un moment où il n'y aura plus de déformations et la courbe devient horizontale comme ça. Voilà, en fond, dans le temps. Ça, c'est temps en minutes. Hein. Voilà, donc 100 minutes par exemple. OK? Donc là, ici, là, ça va correspondre à un degré de conciliation qui est à 100%. 100%. OK? C'est pour ça que vous voyez ici U100. U100, donc ça correspond à 0,72 mm. Voilà, 0,72 mm. C'est un exemple. 0,7 ici, donc 0,72, ça correspond à ça. Mais à l'initial, ici, là, I0, c'était 152. Donc, vous pouvez tout de suite deviner les tassements, à peu près combien ça tassé. OK? Donc, vous pouvez savoir de là à là, ça fait combien. Donc, 100%, c'est ça. Et ce qu'on nous dit ici, en deuxième position, c'est qu'on peut avoir ce pourcentage de tassement primaire. Parce que les 100% que vous avez vu là, ça veut dire que c'est total, à 100%. Maintenant, à n'importe quel moment, quelle période, nous pouvons avoir aussi les tassements. Par exemple, si on a 50%, on peut dire à combien de temps on aura, quel facteur de temps on aura 50% de consolidation. Parce que la formule peut vous donner le total, tassement total. Par exemple, si tassement total sera 2 cm, par exemple, à quel temps vous allez avoir 50% de ces 2 cm, par exemple. Donc, c'est ce qui est à peu près, c'est ce qui est ici. Donc, 1 là, c'est 100%. 100%, on est sûr qu'à l'infini, facteur de temps infini, ça sera 100%. Juste ici, une chose. Et où est-ce que j'étais? Je voulais vous montrer. C'était où? Ah, je pense que c'est bon, hein? C'est dans les formules précédentes. Là. Bah, anyway, ça veut dire qu'avec les tests, vous pouvez avoir à tel pourcentage de votre de consolidation le temps correspondant. OK? Le T là, c'est ce T là qui est là. Donc, à quel temps, chaque temps donné, chaque facteur de temps, vous pouvez avoir le degré de consolidation correspondant.
OK? Combien pour cent vous êtes? Le test là peut nous donner ça. Yeah, anyway, et la prochaine fois, dans la prochaine vidéo là, on va prendre cet exemple-là. OK? Voilà, et essayer de faire une application, un exercice pour montrer comment calculer les tassements de façon pratique. D'accord? Ok, je pense que c'est tout. Donc, on va s'arrêter là. Je vous remercie et on se donne rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup.